Donc bonjour à tous et à toutes. Je vous propose de débuter ce webinaire autour des nouveautés de la version 5.3 d'Everteam. Je me présente, je m'appelle Nordine Lamréry. Chez Everteam, j'ai à charge de toute la partie product management, définition de la roadmap et promotion de l'offre produit de manière générale. Dans ce webinaire, l'objectif va principalement être de présenter les principales nouveautés de la 5.3 et de vous permettre, à l'issue de ce webinaire, d'avoir une visibilité claire de ce que la version 5.3 propose en termes de nouveautés et en termes d'apport. Vous pouvez vous mettre en mute. Vous avez une fonctionnalité qui vous permet de poser des questions. Vous voyez ici à l'écran maintenant. Donc vous cliquez sur cette fonctionnalité, vous posez votre question, vous appuyez sur Entrée et ensuite on traitera l'ensemble des questions en fin de présentation. Vous aurez la possibilité de poser d'autres questions, bien entendu à la fin si nécessaire. Donc quels sont les principaux apports de la version 5.3? La version 5.3 c'est une version qui est importante dans le cycle de vie de la plateforme Everteam. La version précédente était la version 5.2, celle d'avant était la version 5.1. Sur la version 5.1, on était sur un changement d'ergonomie et d'usage par rapport à la version 4.2 qui était juste avant. Sur la version 5.2, on est allé plus loin dans l'évolution des usages et du fonctionnement de la solution. On a réorganisé les solutions différemment, on a refondu les interfaces d'administration des services, on avait fait un certain nombre d'apports. Sur la version 5.3, on est un peu à l'aboutissement de ce cycle d'évolution qui avait été initié en version 5.1. On a été également très à l'écoute du club des utilisateurs qui nous a permis, au travers de différents ateliers qu'on a eu maintenant il y a plus d'1 an, permis de collecter un certain nombre de demandes, notamment au niveau de l'ergonomie et de l'interface, que ce soit sur les codes couleurs ou que ce soit sur la navigation. Donc l'ergonomie est un des points que l'on retrouve au niveau de la version 5.3. Il y a également des nouveautés fonctionnelles, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais vous les détaillerez un petit peu après. Il y a également des choses qui ont été faites sur tous les aspects liés à l'intégration, notamment sur tout ce qui est API. On avait des API web services, fonctionnait en SOAP, on nous a fait pas mal de remontées sur ces API. Donc on a rajouté une nouvelle couche d'API qui est basée sur du REST, des Open API, donc je vous en parlerai un petit peu après. On a rajouté les connecteurs. Les connecteurs, c'est devenu vraiment un sujet très important pour Everteam de manière générale. Ça permet d'ouvrir de nouveaux marchés. Il y a une plus grande interopérabilité aussi qui est attendue entre les systèmes de gestion de contenu et les applicatifs qui existent dans le système d'information. Donc, il y a un certain nombre d'API et de connecteurs qui ont été rajoutés dans la version 5.3 et qui permettent d'aller encore plus loin dans l'interopérabilité interapplicative en s'appuyant sur nos technologies. Et enfin, l'actualisation des composants de la plateforme, hein, c'est classique pour une évolution produit, et puis toujours aussi des évolutions en termes de sécurité. Depuis maintenant 3 ou 4 versions, on fait des évolutions et on fait un suivi pointu au niveau de la sécurité, qui est devenu un sujet très important pour l'ensemble de nos clients. En synthèse, si on va un peu plus loin dans les nouveautés de la version 5.3, on a ici un écran qui synthétise en quelque sorte les principales nouveautés. On va détailler durant cette présentation autant que faire se peut dans le timing qui nous est alloué. Donc sur la partie ergonomie, un travail a été fait pour proposer une application mobile. Donc il y a une application mobile qui maintenant est disponible pour l'application Everteam. C'est une application mobile qui se plug en réalité directement sur les fonctionnalités de recherche Analytics. Donc que vous ayez une application Everteam Document, Everteam Case, Everteam Archive, dès lors que vous avez l'application Analytics, vous pouvez utiliser cette application mobile qui va vous proposer des fonctionnalités de recherche-consultation avec filtre à facettes.
On continue à travailler sur les applications mobiles, notamment en proposant aussi, ce sera pour la version d'après, je vous en parlerai en fin de webinar, une application dédiée à la gestion des archives papier entièrement sur mobile. On a également rajouté des fonctions dites de favoris, ou on appelle aussi inline action, donc la possibilité pour les utilisateurs de pouvoir sélectionner des fonctions favorites. Je vous en parlerai un peu après. Des fonctions de drag and drop pour tout ce qui est dépôt de fichiers. On a amélioré aussi la localisation, c'est-à-dire la traduction des interfaces, qui est maintenant totalement généralisée. On peut traduire les interfaces dans n'importe quelle langue et à tous les niveaux. On a rajouté des connecteurs, donc connecteur CMIS client, CMIS serveur, connecteur SAP certifié, un module qu'on appelle Output Management, qui est grosso modo un module qui remplace ou qui permet de se substituer à ce que faisait le cold par le passé. On a repackagé toutes les fonctions autour d'AutoCAD. On a mis en place également ce qu'on appelle un connecteur REST générique, donc pour permettre à des partenaires intégrateurs de construire des connecteurs vers tout type d'application en se basant sur une façade, un connecteur coquille en quelque sorte en REST. Des améliorations au niveau de desktop, et puis un module qu'on appelle Everteam Gateway qui permet de mettre à jour des fichiers sans avoir besoin de réenregistrer le document sur le poste et sans utiliser d'applet. Voilà, c'était aussi un point très important. Des fonctions de recherche et d'analytics. Donc on a monté la version du composant de recherche qu'on utilise, qui est du Solar Cloud, qui nous permet de mieux gérer le failover des index, voilà, de rajouter des fonctionnalités supplémentaires au niveau de la recherche et de la consultation. On a rajouté aussi des fonctions de log spécifiquement pour la partie case. Beaucoup d'optimisation au niveau de la partie archivage et records management, le versement électronique, la possibilité de customiser les dates d'élimination en proposant un point d'entrée, contrôler le téléchargement, améliorer la réversibilité, améliorer les fonctionnalités de gel, enfin un certain nombre de points autour de la gestion des archives. Pour tout ce qui est également stockage de fichiers et valeurs probantes, qui est un sujet sur lequel Everteam est fortement positionné, on a monté de version le composant de conversion en PDF-A. On est maintenant sur du PDF-A 1.7, PDF-A 3. On permet également de faire de la signature de documents en respectant le standard PADES. Donc on va signer et encapsuler la signature dans des PDF. C'est quelque chose qui est maintenant possible. On a également amélioré et investi sur un module de stockage qui peut se substituer au composant OSS pour permettre de faire des implémentations Ever moins complexes que ce qu'on pouvait avoir par le passé en utilisant le module OSS. On a également fait une intégration avec la blockchain, une intégration blockchain qui permet d'apporter encore plus de sécurité et d'assurance pour tout ce qui est garantie d'intégrité des fichiers que vous stockeriez dans le produit. Voilà. En termes de sécurité, on a mis en place une fonction qui permet de définir des politiques de mots de passe. On a renforcé le cryptage des mots de passe en ajoutant ce qu'on appelle du salt, c'est-à-dire une chaîne additionnelle au mot de passe au moment de son cryptage. On est capable de vérifier le contenu des fichiers. Donc ça, c'est assez important. Ça permet de détecter, par exemple, des virus ou des scripts qui seraient encapsulés dans des fichiers. On a travaillé également sur la partie SSO. Voilà. Donc beaucoup de choses qui ont été faites. La partie API, je parlerai également de ce point-là. Et puis, en termes d'autres fonctionnalités, on a fait des choses aussi sur le module capture. Et puis d'autres fonctionnalités plus techniques liées à l'administration. Voilà. Donc au niveau de la version 5.3, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de fonctionnalités. On va maintenant essayer de les balayer en essayant de contextualiser tout ça. Donc en termes d'IHM et d'ergonomie, donc il y a une refonte et une homogénéisation qui a été faite au niveau de la structure des pages, structure des menus à 3 niveaux, refonte de la structure des pages, position des en-têtes, homogénéisation des barres d'outils, des pieds de page. On a fait une évolution générale en fait de la charte graphique et on permet de personnaliser la CSS. On en propose 2 par défaut, le cas échéant pour permettre de choisir, mais vous pourriez aussi tout à fait en créer d'autres si besoin. Et
Et puis également, on a supprimé les framesets entre guillemets qui étaient devenus obsolètes pour essayer de tendre au maximum vers un frameset homogène et moderne. Si je vais rapidement dans l'application Everteam, hein. Voilà, donc là je suis sur la version 5.3. Alors là, je suis sur une version 5.3.1.4. On doit être à la 5.3.1.7, hein, une version corrective qui sort à peu près tous les mois. Enfin, au début de sortie de version, ça sort. Il peut y en avoir plus que tous les mois. Donc là, je vais me connecter parce que je ne suis pas connecté à un SSO. L'application étant locale. Je me connecte et puis après m'être connecté, j'arrive sur une page d'accueil qui propose une structure différente. Voilà. Donc je vais retrouver des points que vous deviez connaître déjà en 5.2, comme l'accès direct au module ici. On va retrouver ici effectivement une fonction pour tout ce qui est choix des langues. Donc je suis en français. Je pourrais même passer par exemple ici en arabe. Tous les menus vont être inversés et l'application va être entièrement en langue arabe. Puis me retrouver dans l'application, voilà, je retrouvais toutes les traductions en arabe pour l'application qui a été localisée ici dans cette langue. Je vais maintenant tenter de revenir en langue française. Voilà. J'ai la possibilité d'accéder ici à mes préférences et à mes informations de connexion. Je peux switcher la feuille de style pour en avoir une plus claire, ou revenir à la feuille de style que j'avais tout à l'heure. Donc, il y a eu un gros travail sur la structuration de l'outil pour permettre d'aller beaucoup plus loin dans la personnalisation, que ce soit au niveau des codes couleurs ou que ce soit également au niveau de la localisation des interfaces. On a aussi fait sauter toutes les frames pour être uniquement sur des pages monoblocs qui sont plus simples en termes d'usage et même en termes de customisation. Donc ça c'est pour les évolutions, les évolutions de charte graphique au niveau structure des pages et gestion de l'outil. On ira un peu plus loin là-dessus un peu plus tard. Au niveau des interfaces, on a retravaillé les écrans de traitement, par exemple pour Case, pour que l'utilisation soit encore plus intuitive. On a amélioré l'organisation des espaces, on a complètement fait sauter aussi tout ce qui était icônes, pour passer uniquement sur des menus regroupés qui permettent d'identifier les thèmes sur lesquels on veut travailler, la possibilité de faire un affichage en pleine page, enfin, des choses qui permettent d'améliorer l'espace de travail. On a également beaucoup travaillé sur tout ce qui était mode de dépôt rapide de fichiers par drag and drop. Hein. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'un des points clés au niveau du dépôt de fichiers, lorsque les dépôts étaient faits de manière manuelle, c'était le mécanisme d'association des fichiers. Par le passé, dans la version 5.2, ça fonctionnait comme ça. Pour ajouter un fichier, il faut aller dans un menu « Ajouter un document ». On se retrouve sur un formulaire de saisie. Et à ce moment-là, après avoir saisi son formulaire et après l'avoir validé, on pouvait ensuite ajouter un fichier. Si vous aviez un document existant, il faut aller sur ce document existant. Vous êtes en mode visualisation, il faut cliquer sur la fonction « Modifier » et ensuite vous pouviez ajouter un fichier. Là, on est allé beaucoup plus loin. Vous avez la possibilité de rajouter un nouveau fichier à n'importe quel moment. Vous pouvez le faire, par exemple, suite à une recherche, directement en glissant un fichier dans une liste résultats. Vous pouvez le faire au moment de la visualisation d'un document. Vous visualisez un document, vous glissez un nouveau fichier, le fichier est ajouté directement sans passer par le mode modification. Et donc, ça offre beaucoup plus de confort à l'usage. Si on regarde ça très concrètement, puis j'en profiterai aussi pour apporter quelques précisions aussi sur la partie interface et ergonomie. Si je sélectionne l'application archive, par exemple, on voit maintenant que les menus sont sur le côté. Okay, on va retrouver les menus sur le côté, je vais retrouver les menus de saisie, de recherche, de consultation, enfin. Et ce sera la même chose pour Everteam Document et pour Everteam Case. Si je vais dans Everteam Document, j'aurai la même chose, les menus seront sur le côté.
Je pourrais faire ma sélection. Je vais avoir Team Case pareil, les menus sont sur le côté. Je vais ici directement ma liste de tâches. Il va se charger. Et pour lequel je pourrais faire ensuite sélectionner un autre menu ou naviguer à l'intérieur de l'application. Sur l'application archive, pareil. Je peux venir ici. Je peux venir éventuellement même faire une recherche. Je fais ma recherche. Je recherche un document particulier. Je constate que ce document n'est pas présent dans mon résultat. Dans ce cas-là, je pourrais tout à fait venir ici, sélectionner le document affiché sur mon poste de travail, le faire glisser, et directement, je me retrouve dans un formulaire de saisie, fichier joint, directement. Je veux dire que c'est un fichier qui est électronique, je vais l'appeler NWIP ISO 2019. Dire que c'est un document de type... c'est un document, voilà, c'est un justificatif de formation. Je vais compléter avec la date et enregistrer. Et simplement en ayant fait cette action, j'ai créé le formulaire, j'ai uploadé le fichier et l'ensemble a été déclaré dans mon application Evertyp. Si je viens consulter les derniers documents que j'ai saisis, je vais retrouver mon document qui est là. Il est bien présent. Il a bien été signé. Je peux même aller le visualiser en vue d'ensemble. Je verrai bien ici mes métadonnées. Sur le côté mon document, je peux directement venir consulter. Donc une généralisation du drag and drop. Ici on en a une illustration, suite à une recherche, mais il faut imaginer que même en consultation, si je rajoute un document maintenant, il va se rajouter dans cette notice. Je n'ai pas besoin de passer en modification pour opérer cette action. Donc ça, c'est un gros plus quand même en termes de fonctionnement. C'est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus facile de faire du dépôt de documents dans l'application. On a également rajouté une fonctionnalité qu'on appelle une fonctionnalité de favoris. Ça, c'est beaucoup d'utilisateurs nous l'ont demandé. C'est la possibilité directement, c'est la possibilité qui est offerte à chaque utilisateur de pouvoir lui-même sélectionner les menus favoris, les menus les plus importants pour lui, sur son activité quotidienne. Okay, donc l'administrateur fonctionnel n'est pas obligé d'imposer des menus favoris. Chaque collaborateur va pouvoir lui-même choisir ses menus favoris. Ça se fait très simplement. Si je reviens ici, en recherche, sur les dossiers, ou non, je vais venir en saisie, pardon, ici, en saisie. Et quand je suis en saisie, on va m'afficher un formulaire avec le dernier document que je veux ajouter. J'ai actuellement un menu favori qui est le menu ajouter. Oui. Parce qu'en édition, j'avais coché que le menu ajouté était un menu favori pour moi. Si j'ajoute que le menu publié est aussi un menu favori, je le sélectionne et hop, le menu publié va se rajouter en en-tête de mon application. Donc ça, c'est également c'est intéressant parce que ça permet finalement, quand vous avez une activité comme de production, de ne pas systématiquement aller dans le menu pour aller chercher le bouton qui vous intéresse. Finalement, les boutons que vous utilisez très régulièrement, chacun pourra les sélectionner et les mettre directement en menu favori en en-tête. Okay. On a également rajouté une autre notion qu'on appelle inline actions. C'est une fonction qui permet, au niveau de la liste résultats, d'implémenter n'importe quel menu, n'importe quelle action directement dans la liste résultats. Vous voyez dans cet écran-là, j'ai une liste de documents, puis j'ai un menu qui est présenté là. Vous voyez. Par exemple, ici, c'est le menu de rebond vers le plan de classement. Alors, pour ceux qui utilisaient un service qui s'appelait HDS, quand vous aviez déjà ce menu, vous pouviez, suite à une recherche, avoir dans la liste résultats un bouton de rebond vers le plan de classement. Donc là, pas de nouveauté. Mais là où il y a une nouveauté, c'est que maintenant, on pourra faire ça également pour d'autres menus. Imaginons que vous avez besoin régulièrement d'exporter ou d'envoyer par mail un document. Auparavant, vous étiez obligé de sélectionner, de cocher, d'aller dans le menu et ensuite de sélectionner l'option envoyer par mail ou export. Là, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Vous aurez directement ce menu présent dans la liste résultats. Vous cliquerez dessus et l'action sera faite. Donc, en revanche, c'est une action qui sera présente pour tous les collaborateurs.
Mais si effectivement il y a une fonctionnalité qui est régulièrement utilisée par nombre de collaborateurs, au lieu de leur demander d'aller dans les menus ou leur demander d'avoir un menu favori pour pouvoir faire cette action, vous pouvez également la proposer directement dans la liste résultats, ce qui permet de déclencher l'action en un seul clic. Voilà. C'est l'idée de cette fonctionnalité d'inline actions. On a également travaillé sur une application mobile. Alors l'application mobile va, comme je vous l'ai dit, se brancher directement sur l'application Analytics. C'est une application qui va permettre de faire de la recherche, du filtrage à facettes. Donc vous allez retrouver les mêmes facettes que celles que vous auriez définies dans Analytics. Et vous pourrez faire de la consultation également. Voilà. Le prérequis, c'est qu'aujourd'hui, c'est une application qui fonctionne, c'est une application native, donc c'est une application qui s'installe sur un smartphone et qui aujourd'hui, sur la version 5.3.1, est proposée sur des téléphones Android. L'application mobile qui a été développée dans un code qui peut être compilé en Android, mais également en iOS. Donc on n'exclut pas de proposer également la même version en version iOS sur des futures versions de l'application 5.3, dans les prochains mois. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, pour pouvoir utiliser cette application, il faut disposer de la licence Everteam Analytics et uniquement ensuite vous pouvez utiliser cette application mobile qui se connecte finalement au serveur directement en HTTPS et va effectuer des interrogations pour tout ce qui est recherche et consultation. Sujet suivant, les connecteurs et les extensions. Donc on a travaillé sur un certain nombre de connecteurs et sur des extensions, enfin des choses qui permettent de faciliter l'ingestion de contenu dans l'application. Alors il y a un module très important dans l'offre qui s'appelle le module Everteam Capture. On a fait des travaux, on a eu pas mal de retours et de demandes d'évolution. Tous les points qui nous ont été remontés sont en grande partie justifiés et sont pris en compte au niveau de la roadmap. En termes entre guillemets, de timeline, en termes de planning, il faut étaler ça pour pouvoir le prendre en charge en fonction du plan de charge des équipes de développement. Mais sur Capture, on a déjà pris un certain nombre de points en compte, notamment la gestion des erreurs dans Capture. Il est maintenant possible de configurer les injections de sorte qu'elles soient déclenchées et qu'elles puissent être réalisées sur un lot à importer et ne pas être bloquées même si une erreur apparaît sur un des objets. Voilà, ça c'était une forte demande. Le système va déclencher l'import. Lorsque sur une étape il trouvera une erreur, il vous l'affichera directement en l'encadrant en rouge. Et ensuite vous aurez la possibilité de déterminer l'action à réaliser en cas d'erreur. Soit il stoppe, soit il fait un rollback, soit il continue et il va jusqu'au bout de l'import en indiquant et en mettant de côté les éléments qui n'ont pas pu être importés. Donc ça, c'était une forte demande qui permet, lorsque vous avez des imports de masse réguliers à faire, de ne pas avoir un import entièrement bloqué juste parce qu'il y a un document dans le lot qui pose problème. Voilà. On a également implémenté une fonction, ce qu'on appelle un DTU, donc un composant de traitement, qui va permettre de gérer les doublons de fichiers et en définissant les actions possibles. Donc vous pourrez définir si, lorsque vous tombez sur un doublon, est-ce qu'il doit être ignoré, donc il n'est pas pris en compte, est-ce que ça devient un nouveau document, est-ce qu'il remplace le document doublon qu'il a trouvé, est-ce que c'est une nouvelle version majeure, mineure, une nouvelle modification, ou est-ce qu'on bloque en indiquant que c'est une erreur. Voilà. Donc ça c'est aussi intéressant parce que des fois vous faites des injections de divers flux qui peuvent parfois contenir des fichiers exactement similaires. Donc pour éviter de stocker des doublons dans l'application, il y a ce mécanisme qui permet de les identifier et d'avoir le bon comportement avant même de les insérer dans l'application. Donc ça, c'est des évolutions Capture disponibles et opérantes sur la version 5.3.1.
On a également travaillé sur la partie CMIS. Alors, sur la partie CMIS, on avait historiquement, déjà depuis un certain nombre d'années, on était CMIS serveur, mais avec une implémentation très légère qui permettait de faire assez peu de choses, de requêter le serveur CMIS. On est allé plus loin en enrichissant les possibilités de l'application au niveau CMIS serveur, c'est-à-dire la capacité d'Everteam de pouvoir être interrogé par un système tiers qui serait CMIS client. Et on a également travaillé sur la partie CMIS client pour que Everteam puisse lui interroger un système tiers et récupérer et collecter des documents sur ces systèmes tiers pour pouvoir les charger dans une application Everteam. Voilà, c'est très utile, par exemple, si vous avez une application ECM du marché qui est CMIS serveur, on va être capable de se connecter à ce serveur, de le requêter, donc de l'interroger, de collecter un certain nombre d'objets, de documents, des documents métadonnées plus fichiers, de les transvaser, de les verser dans l'application Ever sans qu'il y ait de développement à opérer, pour pouvoir ensuite, si vous le désirez, les supprimer de l'application source. Voilà. Donc on va pouvoir construire et tester, exécuter les requêtes, on va pouvoir lancer les imports et les suppressions, et tout ça pourra être planifié au travers de jobs qui seront exécutés périodiquement par le module CMIS client. Donc, comme je vous ai expliqué, on a aussi intégré la partie CMIS serveur. Donc, l'application Everteam maintenant est conforme au standard CMIS 1.1. Donc, les objets exposés dans Everteam sont accessibles par des systèmes tiers. Alors là, pour le coup, quand on est CMIS serveur, c'est intéressant. Si vous avez par exemple un portail qui permet d'exposer des documents au travers de portlets, si ce portail est CMIS client, il pourra interroger de manière transparente et simple un serveur Everteam, récupérer des documents et les publier dans le portail simplement. On a également travaillé sur un autre sujet en termes de connecteur, qui est un connecteur qui avait pour vocation de se substituer à ce que faisait auparavant le cold, alors pas exactement sur les mêmes modalités, mais proches. Le cold était une application historique au niveau de l'architecture Everteam, qui était basée sur des technologies System 32 Windows, et qui arrivait à un niveau d'obsolescence relativement avancé, qui nous a poussé à envisager l'arrêt de ce produit et son remplacement par une autre technologie basée sur l'architecture Everteam Java. Donc on a travaillé fort sur ce sujet et on a aujourd'hui un module qu'on appelle Output Management Connector, qui est un module qui va permettre de prendre en charge des flux éditiques. C'est-à-dire que si vous avez une application d'éditique qui génère des bulletins de paye, qui génère des flux PDF, de documents systématiques, le système va être capable de prendre en charge ces flux, et même si les métadonnées ne sont pas présentes dans ces fichiers, le système va être capable d'extraire des métadonnées de ces fichiers par extraction de zones géographiques localisées que vous aurez modélisées, et ensuite tout sera de manière fluide injecté dans l'application qui se chargera d'extraire les métadonnées, de renseigner les notices, de proposer les documents en accès unitaire, même si vous deviez injecter un fichier PDF qui contient 20 000, 30 000, 40 000 bulletins de paye ou factures, le système va se charger tout seul de faire tout le travail. Donc comment ça fonctionne? Finalement, ça fonctionne de manière assez simple. On va prendre un fichier exemple. Vous voyez ici, j'ai un fichier PDF. Attendez, il ne veut pas m'afficher. Il ne veut pas m'afficher le PDF. Voilà. Donc là, vous devez voir, voilà, j'ai un fichier PDF qui est un fichier PDF exemple qui contient, alors c'est plein de factures. Vous voyez, j'ai plein de factures ici, voilà, dans un fichier PDF. Alors ici, j'en ai 80, mais j'aurais pu en avoir 20 000, c'était la même chose. La façon dont le module fonctionne de manière très simple. Il n'y a pas besoin d'installer un client sur le poste pour configurer le module. Vous prenez un flux représentatif, vous prenez les premières pages et vous identifiez les zones en utilisant les fonctions de commentaires
et d'annotations qui sont proposées par le client Acrobat Reader. Donc là, j'ai déjà fait ce travail. J'ai dit qu'ici, c'était numéro de téléphone et j'ai nommé, j'ai sélectionné la zone et j'ai indiqué numéro de téléphone. Okay. J'ai indiqué une zone ici que j'ai appelée split. J'ai sélectionné une zone ici que j'ai appelée adresse de facturation. Ici, que j'ai appelée banque. Et puis là, une zone qui est une zone tableau où j'ai identifié ce qu'on appelle les colonnes. Alors, je dois utiliser le trigramme, col, pour indiquer les colonnes, et également indiquer l'entête, ici. Donc, on utilise le trigramme head ici. Et en ayant fait simplement ce travail, ensuite, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'aller dans le module d'administration de la partie Output Management sur le serveur. Donc, vous allez noter que sur tout ce qui était application de base, donc Evercade Document, Case, Archive et Analytics, tout était mis en première page. Les services fonctionnels additionnels étaient accessibles dans un menu dédié et les connecteurs maintenant sont regroupés dans un même espace pour plus de simplicité. Si je vais sur le module Output Connector, je vais aller dans ce module et je vais avoir une interface d'administration qui me sera proposée. J'ai déjà fait ce travail, j'ai chargé le fichier et en chargeant le fichier, donc j'ai juste pris le fichier PDF et je l'ai uploadé. Le système automatiquement va lire les commentaires que j'ai fait, les annotations que j'ai fait sur ce PDF, et il va me proposer une découpe et une reconnaissance des informations. Si je sélectionne ici, donc page 1, page 3 pour la première facture, page 4 par 6 pour la deuxième facture, et si je sélectionne la facture, là je suis en mode administration, donc en mode vérification que l'extraction se fait correctement. J'ai la possibilité d'ouvrir une page directement pour la prévisualiser. Donc on va laisser le système me l'ouvrir, voilà. Et puis je peux vérifier les métadonnées extraites. Donc là l'adresse, là le numéro de téléphone, ici la banque, voilà. Le total, la date d'échéance. Il m'a même extrait le tableau. Je lui ai demandé de m'extraire le tableau, je lui ai indiqué l'entête, je lui ai indiqué les différentes colonnes. Il m'a reconnu les informations, il me les a reconnues, il me les a extraites directement. Donc je vais retrouver, si j'ouvre une nouvelle fois cette page, je vais retrouver les informations que j'avais tout à l'heure, douille, voilà, douille, 10, 0,53, 7, etc. Donc je vais retrouver les mêmes informations, voilà, qui sont là et que le système m'a reconnu et extrait. Dès lors que j'ai fait ça, ensuite il me suffit de valider ma configuration et de définir un job d'import, un job régulier d'import. Et systématiquement, à chaque fois qu'un PDF ayant cette structure-là sera déposé dans ce répertoire, le système va l'ingérer, va l'analyser en respectant les règles d'extraction que je lui ai indiquées ici, et va automatiquement alimenter l'application. Ça peut être utile dans plein de cas d'usage. Si vous avez des fichiers qu'on vous fournit qui n'ont pas de métadonnées et que ces fichiers ont une structure relativement identique, le module Code, enfin le module Output Management en l'occurrence, peut être utile pour vous. Voilà le mode de fonctionnement. Alors je pourrais après rentrer dans le détail. Effectivement, dès lors que le travail de découpe a été fait, ensuite on a une structure, une table Everteam qui est renseignée avec les différents documents, avec les tableaux aussi qui sont extraits, et on peut rechercher dedans, faire de la consultation classique comme n'importe quelle table document d'Ever. Donc il n'y a pas de particularité là-dessus. Parmi les autres fonctionnalités sur lesquelles on a travaillé, il y a sur la partie AutoCAD, on a fait des choses aussi, on a repackagé les fonctionnalités proposées parce qu'on avait des choses sur la partie AutoCAD, mais il y avait vraiment nécessité de resynthétiser, de redécrire très proprement au niveau de la documentation ce qu'on savait proposer et ce qui relevait de l'intégration. Donc, tout ce qui est récupération des informations du cartouche, mettre à jour les cartouches, récupérer les informations des XREF, c'est-à-dire des liens entre les fichiers AutoCAD, tout ce qui est fusionner les fichiers DWG pour en faire un seul, ou pour convertir des DWG en DWF, qui est un format plus adapté à l'archivage. Tout ça, le produit sait le faire. Ensuite, dès lors
dès lors que le besoin d'intégration ensuite de ces fonctionnalités apparaît, là il y a besoin effectivement d'un partenaire intégrateur qui connaît bien AutoCAD pour nous aider. Mais par contre, sur tous les traitements serveurs que j'évoque ici, c'est couvert par les licences Everteam. On a également fait des évolutions au niveau du module desktop et Outlook, donc les modules post-client connectés à l'explorateur Windows et au client Outlook. On permet maintenant à l'utilisateur de sélectionner lui-même les dossiers qu'il désire synchroniser offline. Auparavant, ce n'était pas le cas. Maintenant, il a cette possibilité-là. Il peut sélectionner un dossier et dire c'est ce dossier-là que je veux offline pour pouvoir les reconsulter ensuite en dehors du système. On a également supprimé, alors un module qui s'appelle Gateway, on a également supprimé les applets qui étaient utilisés pour faire la mise à jour de fichiers. On utilise maintenant une autre technologie qui est acceptée par les navigateurs et qui permet d'ouvrir un document bureautique, de pouvoir le modifier, de pouvoir le fermer, et le fichier est automatiquement re-uploadé sur le serveur sans avoir besoin de l'enregistrer sur le poste et de faire un dépôt à la main, ce qui serait très lourd pour les utilisateurs. Et enfin, on a proposé un connecteur HTTP REST générique qui permet de créer des connecteurs vers des applications tierces, voire même des applications spécifiques, et de pouvoir le faire en ayant un framework, en ayant un cadre de développement moderne en REST proposé par la plateforme Everteam. Alors, sur l'archivage et records management, c'est un sujet qui est important pour Everteam. Beaucoup de projets, beaucoup de clients sur ces thèmes-là. Aujourd'hui, sur la partie archivage et records management, je vais en faire une description synthétique et finalement assez rapide, parce qu'il y a beaucoup de points et tout ne peut pas être décrit dans cette présentation aujourd'hui. On a fait un certain nombre d'évolutions. Le premier, c'est ça peut apparaître anecdotique pour les personnes qui ne sont pas forcément sur des projets archives, mais c'était des points assez importants. Le premier point, c'est la prise en compte de tous les contrôles de saisie utilisés par le produit lorsqu'on génère ce qu'on appelle les fichiers de réversibilité, notamment un contrôle assez élaboré dans le produit qui s'appelle le contrôle détail, qui est un contrôle de lien bidirectionnel qui n'était pas présent par le passé dans le fichier de réversibilité et qui est maintenant disponible. Un fichier de réversibilité, en un mot, c'est dès lors que vous modifiez une notice, que vous créez une notice, cette notice est également stockée avec le fichier sous forme de fichier XML. Donc ça permet de garantir l'accès à l'ensemble de vos documents et des métadonnées liées à ces fichiers, d'y accéder, même si l'application Everteam ne démarre plus, d'y accéder directement à partir d'un seul espace de stockage. Dans l'espace de stockage, vous avez les fichiers, mais vous avez aussi les notices qui sont stockées sous forme de petits fichiers XML. C'est ce qu'on appelle le fichier de réversibilité. On a rajouté une fonction de contrôle du volume des fichiers téléchargés. Donc on contrôle, déjà par le passé, on contrôlait les fichiers uploadés, déposés, le volume. Vous pouvez par exemple empêcher le dépôt d'un fichier au-delà de 10 mégas. Là maintenant, on peut faire la même chose sur les fichiers téléchargés. Vous pouvez dire on ne permettra pas qu'un utilisateur puisse télécharger sur son poste un fichier qui ferait 500 mégas, même s'il est archivé dans l'application et même si le bouton de récupération est a priori disponible. Donc on fera un test et on bloquera à partir d'une certaine taille. On a affiné les droits, notamment sur les droits de prolongation et le droit d'outrepasser des règles de gestion. On avait un droit unique pour les deux menus, on a créé un droit indépendant, parce qu'on a eu cette demande un certain nombre de fois. On a rajouté un point d'entrée dans l'application pour permettre à nos clients et à nos partenaires intégrateurs surtout de pouvoir customiser, de pouvoir adapter la règle de calcul des dates d'élimination. Ça permet d'apporter une certaine souplesse et d'adapter au contexte la manière dont la date d'élimination est calculée. On peut par exemple, par un script, mettre une exception pour dire que dès lors qu'on a un document, par exemple, de type contrat, c'est pas la date de création de la notice qu'il faut prendre, mais c'est la date de signature du contrat, qui est une métadonnée particulière, et c'est cette date-là qui sera utilisée comme date de début.
et qui sera utilisé, bien entendu, derrière pour calculer la date d'élimination prévue. On a également fait des évolutions au niveau du gel pour permettre la recherche sur les documents gelés. Il était une demande. Alors, la fonction de gel est apparue en version 5.2. On avait la possibilité de créer plusieurs gels sur un même document. On avait la possibilité de créer plusieurs gels tout court hein, sur différentes thématiques. Mais on n'avait pas la possibilité de pouvoir rechercher des documents relatifs à un gel particulier. Donc ça, c'est une demande qui nous a été faite et qu'on a rajoutée. On a rajouté des fonctions de récollement, de comparaison entre les magasins physiques, les magasins réels et la base archive. Hein. Donc ça, c'est des choses qu'on nous a demandé également et sur lesquelles on a travaillé en prévision de la mise à disposition sur une version qui va arriver prochainement, de la mise à disposition d'une application mobile qui permettra d'opérer ces actions de récollement, mais également de localisation, de prêt, tout un ensemble d'actions qu'on pourra opérer dans les magasins directement à partir d'un smartphone. Ce n'est pas encore le cas dans la version 5.3.1 où on a juste rajouté côté serveur la fonction de comparaison. Ça signifie que le fichier qui recense par exemple l'ensemble des localisations de vos boîtes dans vos magasins, ce fichier-là doit être opéré soit à partir d'une douchette, soit fait à la main, mais prochainement on aura une application mobile qui permettra de le faire directement. Et enfin, la fonctionnalité de versement électronique. Donc on pouvait bien entendu toujours faire des dépôts de documents électroniques, mais on nous a demandé de plus en plus sur des projets de pouvoir faire du versement au même titre que le versement papier, mais sur des fichiers électroniques, donc de pouvoir décrire des fichiers électroniques, de pouvoir les déposer pour ensuite faire un acte de versement à un moment précis, de pouvoir envoyer en une fois 10 fichiers électroniques pour validation, plutôt que d'envoyer 10 fois un fichier pour validation. C'est un peu le principe. Alors, on a, comme je vous l'ai dit, fait des évolutions aussi sur la partie stockage et valeur probante. Ça, c'est un sujet qui concerne tous nos clients, quelle que soit l'application utilisée. On a pris en charge, par exemple, le format PDF 1.7, donc PDF A3. Donc, on est conforme maintenant à l'ISO 19005-3. Bon, rien de notable dans l'usage et dans le mode de fonctionnement. C'est juste que maintenant, si vous demandez une conversion PDF-A dans le produit, ce sera en PDF A3. Dans les mécanismes de journalisation également, on a fait une évolution. Quand aujourd'hui vous utilisez la journalisation utilisée par le produit pour être conforme à la norme NFZ 42013, le système va tracer, va générer les journaux. Les journaux vont être chaînés, hein, tels que décrits dans le standard. Mais également, l'application va être capable de, si vous utilisez cette fonctionnalité de blockchain, va être capable de pousser dans une blockchain une empreinte du journal. Ce qui fait que si vous avez un doute ou si vous avez besoin de démontrer la robustesse de vos journaux, vous avez déjà les mécanismes de chaînage classiques qui sont opérés entre vos journaux, mais vous avez également la possibilité de produire des preuves qui viendraient directement de la blockchain avec des empreintes de vos journaux qui seraient sécurisées dans la blockchain et qui permettraient, en les comparant à des empreintes que vous auriez fait à la volée sur un journal, de vous assurer que le journal n'a effectivement pas bougé et qu'il est parfaitement conforme. Voilà. Donc ça, c'est une fonction relativement innovante hein, sur tous les mécanismes de vérification d'intégrité et de garantie d'intégrité des documents que vous conservez, et qui nous est demandé dans le secteur de la finance, par exemple, avec des clients qui sont intéressés autour de ces sujets. Au niveau des API, on avait historiquement des API SOAP, un web service. Donc là, on a fait une évolution. Maintenant, on a des API également en REST. Les API REST que l'on a conçus sont maintenant conformes à la spécification OpenAPI. Donc c'est des API vraiment de dernière génération et qui permettent qui sont proposés sous un framework qui s'appelle Swagger,
qui est un framework qui est particulièrement bien adapté pour réaliser des intégrations et qui est particulièrement apprécié par les techniciens et les partenaires intégrateurs lorsqu'ils ont des développements à opérer. Voilà. Les API Web Services qui existaient par le passé sont toujours disponibles, donc pour garantir la compatibilité ascendante et assurer que les intégrations qui ont pu être faites par le passé par nos clients restent opérantes. Mais les API Swagger, les Open API Swagger, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que, alors là, je m'y connecte ici par exemple, et c'est intéressant déjà parce que l'accès, la documentation autour de ces API est quand même beaucoup plus claire. Vous avez ici les différents points d'entrée proposés. Lorsque vous sélectionnez une action, vous voyez par exemple ici le module HDS qui est le module plan de classement, pour accéder à un document, pour accéder à l'historique, pour accéder à un nœud, vous avez ici tous les points d'entrée qui sont exposés, que ce soit pour obtenir, pour déposer, pour supprimer. Et quand vous cliquez sur une action, vous avez la possibilité de faire un test. Donc vous faites un test en indiquant par exemple l'ID d'un document que vous voudriez obtenir. La requête est lancée, il vous dit le résultat de la requête. Donc pour un technicien, c'est vraiment très très bien parce que ça permet, et pour un partenaire intégrateur qui ne connaît pas forcément très bien l'offre Everteam mais qui a besoin de faire des intégrations, c'est vraiment très pratique parce que dans tous les cas qu'on a rencontrés et tous les partenaires que j'ai pu voir ces derniers mois et qui ont eu à utiliser la version 5.3.1, c'est quelque chose qui leur a énormément plu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un gros plus au niveau de l'offre pour tous les aspects liés à l'intégration. En termes de sécurité, on a fait un certain nombre de points d'amélioration. Donc on a fait une sécurisation du login module header. C'est un point particulier technique au niveau de l'offre, mais on a fait un travail là-dessus. On a optimisé également la politique de sécurité des mots de passe. Donc maintenant, vous pouvez définir une politique de sécurité des mots de passe. Par exemple, ici, je saisis un mot de passe. Il faut au minimum 10 caractères. Il faut au minimum un caractère majuscule, un minuscule, un numéro, un caractère spécial, etc., etc. Donc on peut définir ce type de choses. On renforce également le chiffrement du mot de passe en rajoutant ce qu'on appelle du salage, qui rend beaucoup plus complexe le désencryptage du mot de passe. On fait également du contrôle sur les contenus des fichiers. Ça signifie qu'au moment où vous importez des fichiers dans le produit, on est capable de contrôler si dans le fichier, il y a du JavaScript, des objets OLE, de la macro ou des objets encapsulés qui pourraient faire porter un risque à votre application. Donc ça, c'est un point vraiment propre à la sécurité qui est maintenant disponible au niveau du produit. On a fait des ajouts aussi au niveau SSO. On peut maintenant bloquer la création automatique d'un user non autorisé, qui est une demande qui nous avait été faite. Voilà. Bon. La partie sécurité, c'est un sujet qu'on suit. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en permanence, hein. Même sur les différents builds correctifs qui sortent là, systématiquement, quand une faille de sécurité est identifiée, quand une remontée nous est faite par un de nos clients autour de la sécurité, on prend directement en compte ces points et on les intègre au même titre que la résolution d'une anomalie. C'est quelque chose que l'on fait en continu. Je vous en parlerai à la fin, mais on a un atelier prévu prochainement autour de la sécurité, de la sensibilisation de la sécurité sur la plateforme Everteam. Je vous invite tous à y participer. C'est un atelier qui est gratuit, qui est animé par des experts Everteam sur le sujet et qui vous permettront de mieux comprendre la philosophie et le fonctionnement de la sécurité dans un produit Everteam. Je sais par expérience, et on a noté par expérience que c'était important que nos clients soient sensibilisés à ces sujets pour permettre une gestion de ces cas-là, de tous les aspects liés autour de la sécurité, de les gérer avec plus de sérénité et de manière plus proactive. On a fait un travail aussi d'actualisation des environnements techniques qualifiés. Donc on est passé sur la 5.3, on est passé sur un JDK 1.8. Il y a eu des questionnements pour passer à un JDK 1.9, parce que le JDK 1.9 venait juste de sortir ou allait juste sortir au moment où on réfléchissait à la sortie de la version 5.3.
On n'a pas fait ce choix-là parce que la politique tarifaire proposée par Oracle à l'époque laissait porter un énorme risque sur le coût du support pour nos clients. Il y avait une volonté d'Oracle à ce moment-là de faire payer le support sur le JDK Oracle immédiatement, dès le jour de la sortie, sans aucune période entre guillemets de gratuité du support sur le JDK. Ce qui n'était pas le cas pour le JDK 1.8, parce que la version était déjà sortie, donc ils ne pouvaient pas changer la politique de support pour la version 1.8. Donc on a retenu cette version. On n'exclut pas sur une future version, probablement pour la version prochaine, donc dans plus d'un an, ouais, autour d'un an et demi peut-être, de changer de JDK et de passer à du Open JDK. Donc ça, on va continuer nos investigations sur ce sujet parce que c'est un point assez structurant. On a déjà une partie de notre offre, pas la partie Everteam 5.3, mais une partie de notre offre qui fonctionne déjà sur du OpenJDK. Ça fonctionne très bien et on a de bons résultats. Donc, on se pose effectivement très sérieusement la question. Au niveau serveur, donc on est sur du Windows Server 2016 et sur du Linux CentOS 7, mais bon, si vous avez d'autres distribs que CentOS, les qualifications se font sans aucun problème et on n'a jamais rencontré de difficulté. Sur Tomcat, on est sur du 5.5. Postgre, on est passé récemment à Postgre 10. Donc il faut être vigilant sur cette partie-là parce que on a changé la version de Postgre en cours de sortie de la version 5.3. Donc en cours de build, on a fait monter la version de Postgre, ce qui signifie que si vous, c'est pas le cas pour la majorité de nos clients, mais les clients qui étaient partis sur un des premiers builds, un build 5.3.1.1, devaient être sur une version différente de Postgre 10, et ceux qui sont maintenant en 3.1, enfin 5.3.1, 6 ou 7, hein, c'est les versions qui sont maintenant, sont qualifiés sur du Postgre 10. On est sur de l'Oracle 12C R1. Donc là aussi, je peux d'ores et déjà vous dire que sur une version prévue pour avril, on prévoit de passer à du 12C R2 pour des raisons de support de la version d'Oracle. Sur Microsoft SQL Server, on est sur du 2017. Et puis ici, vous avez les différentes versions de navigateur. À noter que maintenant, on supporte également Microsoft Edge, ce qui n'était pas le cas en 5.2. Voilà. Donc toujours Internet Explorer 11, parce qu'il y a beaucoup de nos clients qui l'utilisent encore. Firefox et Chrome. Juste une alerte sur Microsoft Internet Explorer. Ce qu'on constate chez nos clients, c'est que très souvent, ils utilisent, enfin pour ceux qui utilisent Microsoft Internet Explorer 11, la version utilisée, c'est bien Explorer 11, mais en réalité, souvent, il y a un mode compatibilité qui est activé sur Internet Explorer et qui permet de simuler un usage sur une version plus ancienne. Donc on peut avoir l'impression qu'on utilise un Internet Explorer 11, mais en réalité on utilise un Internet Explorer 8 ou 9, ce qui est relativement important parce que en réalité notre produit ne fonctionnera pas bien parce que en réalité on ne sera pas sur un Internet Explorer 11, on sera sur un Internet Explorer beaucoup plus ancien. Donc c'est un point sur lequel il faut être vigilant si vous avez ce type de points. Voilà. En synthèse, la version 5.3 contient un certain nombre d'évolutions qui profitent à l'ensemble de l'offre. On essaie toujours de faire ce travail-là, d'étaler finalement et de prioriser les évolutions qui profitent à l'ensemble de la gamme. Donc au niveau IHM, ergonomie, mobilité, la majorité de nos clients profitent, que ce soit au niveau de l'ergonomie, on parle du drag and drop, la fonction favori, les évolutions faites au niveau localisation ou au niveau de l'usage de la structuration des pages, tout ça profite à l'ensemble des solutions. Pour la partie mobile, pareil, hein, si vous utilisez Everteam Analytics, que vous soyez sur du case, du document, de l'archive, vous pourrez utiliser l'application mobile. Les connecteurs sont utilisables sur toutes les solutions. Le cas le plus complexe d'usage d'un connecteur, c'est souvent quand il est en lien avec archive, parce que dans les tables archives, il y a un certain nombre de règles de gestion qu'il faut respecter, mais ça fonctionne également. Le moteur Analytics et les évolutions Analytics fonctionnent avec les autres solutions également. Toute la partie optimisation du stockage et de la valeur probante, même si elles sont
souvent demandées pour la partie archive, elles sont aussi valables pour la partie case et pour la partie document. Les évolutions sécurité sont valables partout, exactement pour la partie environnement technique et pour la partie API également. Voilà. Donc, des évolutions, des nouvelles fonctionnalités, quel que soit le périmètre de l'offre sur lequel vous vous trouvez. Quelle est la suite? Donc ici, une rapide synthèse de la roadmap sur 2019. Sur 2018, donc sortie de la version 5.3.1 à cette fin Q2 2018. Et suite à la sortie de cette version, ensuite, on a commencé à travailler sur un certain nombre d'autres modules et d'autres points. Un sujet très important pour nous, c'est tout ce qui est intégration à l'offre Office 365, qui est attendu par beaucoup de nos clients, et particulièrement les interactions entre notre produit et les fonctionnalités de retention labeling proposées par Office 365. Toutes les fonctionnalités qui vont permettre de gérer les durées de rétention dans Office 365 est un sujet très important pour nous, sur lequel on essaye d'être en complète intégration pour permettre de gérer un mécanisme fluide entre le passage d'un document dans un environnement Office 365 à un environnement Everteam et inversement. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille. On travaille également sur un module qu'on appelle ici Dot Policy, qui est un module de description d'un référentiel de conservation, qui est un module autonome, indépendant, qui se basera sur les technologies d'une société qu'on a acquis l'année dernière, qui s'appelle GlassIG. Donc c'est un produit qu'on est en train d'intégrer dans l'offre et qui permettra d'apporter de la valeur sur tout ce qui est modélisation de votre référentiel de conservation. On travaille également très fortement et depuis maintenant 2 ans et demi sur un produit qui s'appelle Everteam Discover. Là encore, Everteam Discover, c'est un produit sur lequel on travaille beaucoup et sur lequel on prépare des connecteurs pour que Everteam Discover puisse maintenant fonctionner avec un outil Everteam 5.3. Que vous ayez un Everteam Case, un Everteam Archive, que vous ayez un Everteam Document, vous pourrez avoir un Everteam Discover si ça présente un intérêt pour vous bien sûr, connecté à votre application pour faire des analyses, pour générer du tableau de bord, pour indexer des sources même externes, pour disposer d'un moteur de recherche cognitif évolué, qui intégrera des fonctionnalités d'intelligence artificielle, donc on pourra vous expliquer ultérieurement. Donc ça, c'est un point très important qui va apporter beaucoup de valeur sur les déploiements des solutions Everteam en version 5.3. On continue à travailler sur la partie mobile, notamment sur une application mobile, je l'ai évoqué, destinée au travail dans les magasins d'archives papier. Auparavant, on avait besoin d'une douchette connectée à un poste de travail. Maintenant, vous pourrez partir avec un poste mobile, un smartphone renforcé, aller directement dans les magasins en offline et lire directement les codes à barres et manipuler vos archives directement et simplement avec un simple smartphone. C'est un gros travail. Point également notable, on est en train de travailler sur un nouveau module de plan de classement. Donc, on avait un module de plan de classement qui s'appelait HDS, qui est connu par beaucoup de nos clients. On a un module de plan de classement dynamique, qui est plutôt un module de restitution arborescente des documents, qui s'appelle Filing Plan. Et là, on est en train de travailler sur un autre module de plan de classement qui va permettre de gérer du plan de classement, à l'instar de ce que faisait le module HDS, mais de manière beaucoup plus simple, en retirant la notion de profil dans la configuration de ce module de plan de classement et en sortant également toutes les problématiques de sécurité. C'est-à-dire que de droit, sécurité n'était pas le bon terme, plutôt de droit, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de droit porté par le plan de classement. Si un document n'est pas accessible par une personne, il n'apparaîtra pas dans le plan de classement. Et le nœud pair dans lequel ce document est classé n'apparaîtra pas non plus. Donc là, ça va permettre aussi de considérablement simplifier la gestion de la sécurité et des droits en lien avec le plan de classement. Donc c'est un module qui aussi a pour ambition d'offrir un niveau de performance plus élevé pour tout ce qui est affichage des plans de classement, navigation dans le plan de classement. Voilà. Donc ça, c'est un module sur lequel on est en train de travailler également en ce moment. La partie sécurité, bien sûr, la partie moteur de recherche, des évolutions autour du workflow et des listes de tâches, avec des fonctionnalités sur lesquelles on s'est engagé vis-à-vis de nos clients, et donc qu'on prévoit dans la roadmap. Et puis également des évolutions sur un format
qui s'appelle le CEDA. C'est un format qui est défini au niveau national en France. C'est un format d'interopérabilité, un format d'échange qui est très important pour le secteur public et pour toutes les institutions, toutes les structures privées ou parapubliques qui ont besoin d'échanger des documents avec des structures publiques, notamment avec les archives de France. Le format d'échange officiel est le format CEDA. Le produit Ever a besoin de pouvoir offrir des mécanismes d'import et d'export dans ce format. Donc on est en train de travailler activement là-dessus pour couvrir ce besoin. Voilà, voilà pour la partie roadmap et plan de charge sur les prochains mois. Ça, c'est pour une version qui sortirait effectivement fin avril 2019. Ça, c'est un point très important. La version 5.3, c'est une version qui est sortie et pour laquelle il y aura des évolutions qui seront fournies périodiquement durant le cycle de vie de cette version, ce qui n'était pas le cas dans la version 5.2. Dans la version 5.2, une version 5.2 sortait et ensuite, on doit être maintenant à la 5.2.36, je crois. Dès lors que la version 5.2 est sortie, ensuite, vous n'aurez plus d'évolution sur cette version jusqu'à la version suivante. Okay, ce mécanisme-là maintenant a changé. La version 5.3 est sortie. Et à partir du moment où cette version 3 est sortie, ensuite, on fixe un rythme moyen de 6 mois et où tous les approximativement 6 mois, parce qu'on finalement on va pas strictement respecter ce cycle-là, une nouvelle version va sortir. Donc là, on est sur une 5.3.1, on va sortir une 5.3.2, et sur une 5.3.2 qui sortira dans 6 mois, il y aura des correctifs, bien sûr, mais il y aura aussi des évolutions. C'est les évolutions que je viens de vous citer. Les évolutions que je viens de vous citer seront disponibles fin avril. 6 mois après, on sortira une 5.3.3, et 6 mois après, on sortira une 5.3.4 ou une 5.4, on verra en fonction de la ligne éditoriale qu'on aura au niveau produit. Donc le point important, c'est qu'en cours de version, des évolutions seront mises à disposition de nos clients. Ce sera des évolutions fonctionnelles, mais ce sera également des réévaluations des composants de plateforme validés. Ça, c'est aussi un point important. Quand une version va sortir, on va réévaluer les composants. Et si un composant pose un risque d'obsolescence, on réévaluera la version suivante. C'est ce qu'on a fait, par exemple, ce qu'on va faire pour la version Oracle 12, qui était en version R1 à la sortie de la version 5.3.1 et qui sera en version R2, qualifiée sur la version R2 sur la version 5.3.2. Voilà. Donc voilà le rythme et le mécanisme. Donc il faut être très à l'écoute finalement des évolutions, mais dans les différents clubs, on en a 2 par an. On communiquera systématiquement sur les évolutions prévues et sur les dates de sortie des versions. Ça permet également, en fonction des projets que vous avez à mener, de pouvoir profiter des dernières évolutions proposées par le Ever Team, même si la migration que vous voulez opérer se fait à la toute fin, par exemple, du cycle de vie de la version 5.3. Parce que toutes les évolutions qui auront été faites en cours d'année auront été bien intégrées dans des versions intermédiaires de la version 5.3. Voilà. Donc ça, c'est pour la 5.3.2 prévue pour fin avril. Ensuite, on prévoit une 5.3.3. Et pour la 5.3.3, il y a un certain nombre d'évolutions auxquelles on réfléchit, notamment tout ce qui est gestion de l'obsolescence, qui est un sujet qui est important. L'obsolescence des formats de fichiers, l'obsolescence des signatures électroniques portées par ces fichiers. Ça, c'est des notions qui sont très importantes quand on a une gestion électronique de documents. De pouvoir suivre ces sujets-là et de pouvoir opérer des corrections. Donc déjà, identifier et vérifier les signatures, identifier les formats de fichiers et leurs versions, ça c'est très important. Et ensuite, réappliquer une resignature de ces documents ou faire des conversions de format en déterminant si cette nouvelle version écrase l'ancienne ou si c'est une nouvelle version finalement qui succède à la version qui était là auparavant. Donc le produit va proposer des mécanismes de ce type-là. On est en train de travailler activement là-dessus. On travaille également sur toutes les notions autour des tableaux de bord et des dashboards, notamment sur la partie case, mais pas seulement, mais aussi sur la partie archive. Réévaluation de la plateforme également. Mécanisme aussi d'intégration de fonctionnalités de signature, ce qu'on appelle les prestataires de signature de confiance qualifiés, PSCQ. Ça, c'est en lien avec un standard qui s'appelle IDAS. Si vous avez besoin de réaliser des signatures en lien avec un prestataire de signature qualifié, type DocuSign ou type Almeris, Bewise,
dans le produit, on aura des points d'entrée qui permettront de faire ça de manière fluide, même si par le passé, on était capable de le faire par intégration. Mais là, on va essayer de plus packager ce sujet-là. Voilà, donc beaucoup de sujets. La roadmap reste un sujet quand même relativement dynamique, relativement souple. Des thématiques peuvent glisser, de nouvelles peuvent apparaître. Et en fonction de ça, c'est pour ça que l'échange doit rester permanent au niveau de nos clients. Je tenais à vous remercier parce qu'on a beaucoup de demandes d'évolution qui nous sont faites via le portail du support. Donc ça, c'est également très riche pour nous aider à ne rien oublier quand on spécifie une nouvelle fonctionnalité et à identifier également les grandes tendances et les sujets pour lesquels nos clients nous font des demandes fréquentes et importantes sur certaines fonctionnalités. Je prendrai peut-être le temps je vais regarder pour prendre le temps sur le prochain meeting du club pour vous faire peut-être un retour un peu synthétique de toutes ces demandes d'évolution pour que vous puissiez avoir une visibilité un petit peu des attentes en fait finalement du parc client en termes de demandes d'évolution. Voilà, on arrive au bout de cette présentation des nouveautés de la 5.3. On va prendre un petit peu de temps pour répondre à vos diverses questions. Juste avant de passer à la phase de questions-réponses, j'avais juste 2 informations à vous communiquer, une que je vous ai déjà donnée en cours de présentation. Everteam va organiser un webinar sur la sensibilisation à la sécurité logicielle Everteam. C'est le 7 février de 9h30 à 11h. Les inscriptions se font en ligne. Le webinaire est bien sûr totalement gratuit. On vous enverra de toute façon les modalités d'inscription à ce webinaire suite au webinaire. On vous enverra un mail qui vous donnera toutes les informations. Par ailleurs, également, EI Institute, un partenaire Everteam, organise une formation sur la migration 5.3. C'est une formation qui est payante, qui dure une journée, qui est prévue le 14 mars de 9h30 à 17h30. Et pour les inscriptions, il faut écrire à Alexandra Lebac @ei-technologie.com. Je pense que là aussi, on vous enverra les informations pour que vous puissiez vous inscrire le cas échéant si ça vous intéresse. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous propose de passer à la séance de questions-réponses. Alors on va regarder s'il y a des questions qui ont été posées. Nourdine, Oui. je vais passer Oui. la parole à Monsieur Ledigou qui a une question. Très bien. Monsieur Ledigou, je vous ai donné le micro. Pouvez-vous poser votre question? Oui, bonjour. Merci Noureddine pour cette présentation là, très très intéressant. La question que j'avais, elle était assez précise sur un point. On a actuellement des clients qui demandent de passer en SSO et en particulier de supporter le protocole ADFS. Je voulais savoir si c'était quelque chose qui était inscrit dans la roadmap ou est-ce que vous aviez d'autres demandes de ce type? Quand tu dis ADFS, c'est le fédérateur des entités proposé par Windows, C'est ça. par Microsoft. Oui. Et le standard, c'est du SAMLv2. J'avoue que je ne sais pas. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça. Et aujourd'hui, effectivement, dans la roadmap, il est prévu le support du SAMLv2. Et c'est prévu pour la version de fin avril 2019. Donc là, c'est prévu dans pas longtemps. Ouais. Mais je pense que c'est ça, hein, parce que ADFS, pour moi, c'est pas le protocole, c'est vraiment le fédérateur d'identité. Ouais, c'est ça. ADFS utilise du SAML, donc on saura effectivement, on supportera le SAML 2.0 sur la version d'avril. D'accord. Ça devrait fonctionner. C'est une demande qu'on nous a fait sur un certain nombre de projets. Aujourd'hui, on l'a souvent fait par intégration, c'est nos partenaires intégrateurs qui s'en sont chargés. Mais là, on est en train de le progicialiser pour l'intégrer dans le produit standard. D'accord. Peut-être pour avoir plus de précision, on pourra passer par le portail de support produit pour échanger. Tout à fait. Okay. De toute façon, dès qu'il y a des points qui sont relatifs à des évolutions futures du produit, les points me sont redirigés derrière directement à moi ou à quelqu'un de mon équipe. D'accord. D'accord, très bien. Merci. Non. Je donne la parole à Madame Campourcy qui a quelques questions également.
M'entendez-vous? Allô? Il est possible que, tu sais, sur la webconférence, des fois, le son se règle pas comme il faut. Donc, je sais pas si, mais sinon, si Laure a posé la question sur le chat, je peux y répondre, hein. Oui, tout à fait. Les questions sont écrites. Alors, Donc, la question, c'est dans la rubrique questions, c'est ça? voilà. Rubrique Alors, je vais la questions. poser pour Madame Campourcy. Par Ah, rapport au s'il te plaît. connecteur SEDA 2.1, peut-on avoir de la Oui. visibilité sur votre avancement et la date de mise à disposition? Oui. Donc la disponibilité est prévue pour fin avril 2019. Ça intégrera une fonctionnalité. Alors ce sera basé sur du SEDA 2.1. Ça intégrera une fonction d'import SEDA et une fonction d'export SEDA. Le mécanisme de conformité au format SEDA sera basé sur la structure de métadonnées de la table archive. Donc ce sera basé vraiment sur le modèle de données archive. Et ça prendra en compte les différentes notions qu'on a dans le SEDA. Ça prendra en compte les unités d'archive, les data objects, ça prendra en compte la notion de versement. Enfin, ça prendra en compte toutes les notions qu'on peut retrouver dans le SEDA. Là, on est en train d'affiner les règles d'implémentation du format SEDA, parce que le format SEDA, c'est une description générique qui est opérée, mais ensuite, chaque éditeur de logiciel fait une description de ses propres modalités d'implémentation. Donc là, on est en train de travailler, là-dessus pour essayer de décrire de manière exhaustive les règles d'implémentation de ce format. Donc, fin avril 2019, import et export, et basé sur l'application Archive. Je sais pas si ça répond à Laure, mais je peux répondre par chat si besoin. Alors, Laure a également d'autres questions que je vais Oui. continuer de poser. Pour le Policy Connector, vous avez dit que l'outil était Black IG. Est-ce en remplacement de RPS? Non, c'est pas un remplacement, c'est une brique additionnelle. Le module RPS reste toujours valable et toujours opérant. D'ailleurs, je pense qu'il est tout à fait adapté au contexte du CNRS. Le module Glass IG est dans une dynamique différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a certains de nos clients qui veulent par exemple utiliser une nouvelle brique de notre offre qui s'appelle Everteam Discover, que j'ai pas présenté aujourd'hui, que j'ai pas évoqué parce que c'est pas dans la ligne produit 5.3, et qui veulent un module équivalent à RPS. Aujourd'hui, au lieu d'installer tout un Everteam pour juste avoir RPS, on a cette brique-là, Policy, qui peut être intéressante. Deuxième cas d'usage, c'est un client qui nous dit j'utilise je sais pas moi, un Everteam Archive ou un Everteam Case, je veux utiliser Discover et j'aimerais avoir un Everteam Policy pour faire le lien avec tout ça. Donc là aussi, ça peut effectivement présenter un intérêt. Voilà. Donc c'est pas un remplacement, c'est plus une brique additionnelle dédiée pour la description d'une politique de conservation. Voilà. On a eu cette opportunité-là suite au rachat de Glass IG, donc on l'a rajouté pour étoffer l'offre. Y a-t-il une amélioration prévue de l'outil Workflow? Oui, il y a c'est en roadmap déjà depuis un certain temps. C'est un chantier qui est relativement lourd. Ça n'est pas prévu encore sur la version. Ça n'est pas prévu pour la version 5.3.2. Okay. Ça sera certainement pas prêt également pour la version 5.3.3. La modification du workflow, ce sera une modification qui sera assez structurante sur le produit. On s'oriente plus sur un service qui serait même basé sur un microservice, un service autonome qui pourra être utilisé par l'architecture J2E Everteam 5.3, mais aussi par l'architecture Everteam sur lequel est construit Discover. Donc là, à l'heure où je vous parle, pour moi, on est plus sur une échelle de temps à 1 an. Voilà, pour la mise à jour de cette brique workflow.
une dernière question de Madame Campourcy. Y a-t-il des outils privilégiés pour la mise en œuvre de la signature électronique RGS2? Des outils privilégiés, c'est-à-dire des outils éditeurs, des noms de... Quand elle dit outils, je sais, il faudrait peut-être que Laure puisse préciser ce point-là. RGS2 étoiles. Oui, non, mais RGS2 étoiles, je vois, mais est-ce que on parle de... Est-ce qu'on parle de quels sont les meilleurs outils? On parle de produits éditeurs, de produits du marché. C'est ça dont on parle. Je te C'est une propose question que je pose à... Oui. Ouais, mais je vais répondre à la question telle que je l'ai compris, puis si c'est pas clair, Laure pourra poser une question additionnelle. En fait, Ceux qui sont recommandés par Ever, Nourdine. Pas les meilleurs, D'accord, voilà. mais ceux qui sont recommandés par Ever. Oui. Aujourd'hui, on a une relation nous privilégiée avec un prestataire qui s'appelle BeWise ou Almeris. C'est une société qui est très connue sur le secteur de la santé, des mutuelles, parce que c'est un des principaux prestataires du tiers payant. C'est une société qui a une grande spécialisation autour de tout ce qui est identité numérique, donc signature électronique, délivrance de certificats et tous les sujets autour de ces thématiques. C'est aussi une société qui propose aujourd'hui en SaaS notre solution d'archivage. Donc c'est une entreprise qui connaît très bien l'offre Everteam. Donc je dirais en 1, sur tout ce qui est signature RGS2 étoiles, on aurait tendance à préconiser BeWise, anciennement Almeris, pour proposer ce type de service. Sinon, on retrouve aussi beaucoup chez nos clients des clients qui utilisent DocuSign. Voilà, c'est les deux principaux que je vois aujourd'hui circuler. En termes de proximité et de facilité d'échange et de qualité du service, j'aurais tendance à proposer Almeris, BeWise. Et en termes d'usage sur notre parc client, aujourd'hui, l'éditeur que je retrouve le plus, c'est DocuSign. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Ball, qui a une question. Monsieur Ball. Ballet, me faire emballer Jouve. Bonjour. Ah, d'accord. C'était par rapport au point sur le workflow Task Filter. C'était pour savoir un petit peu plus en détail qu'est-ce qui était derrière et est-ce que par hasard c'est la contextualisation des filtres par rapport au contenu des corbeilles qu'on vous avait remonté. Est-ce que c'est ça derrière ce terme qui apparaît sur la roadmap? C'est ça, oui. Parfait. C'est ça. Ouais. Oui, ça apparaît même dans la roadmap, oui. C'est très bien. Très bien. Et donc à l'échéance, pardon, je vous laisse continuer. même échéance, avril 2019 aussi? Oui, il n'y a pas de, oui, tout est toujours regroupé dans des jalons, donc c'est avril 2019. Monsieur de Pibrac, vous pouvez poser votre question? Oui, oui, bonjour, merci pour votre présentation. J'avais quelques questions. Alors, pour moi, les plus importantes, c'est par rapport à la mécanique que vous avez expliquée au niveau des montées de version. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, oui. En fait, en 5.2, donc on avait l'habitude en effet d'avoir une montée de version mineure tous les mois. Là, vous avez expliqué que c'était plutôt tous les 6 mois. Mais que du coup, entre ces versions, s'il y avait des évolutions, il y aurait la possibilité de les avoir. Mais j'ai pas bien compris comment, s'il y avait des sous-versions ou si c'est des patchs unitaires. Oui. Mais j'ai pas été, excusez-moi, je vais vous réexpliquer parce que c'est pas comme ça en fait. J'ai pas été très clair. En fait, sur la version 5.3, on continue à sortir des versions tous les mois, des versions correctives tous les mois. Ah d'accord. Ok. Donc là, on est sur la version, on a sorti la version 5.3.1, qui était version 5, ça veut dire vraiment version majeure, c'est la version 5. Le 5.3, c'est pour marquer l'étape contractuelle au niveau du délai de support, parce que vous avez des délais de support version N, N-1, vous voyez, au niveau du support contractuel.
Et point 1, c'est la première version évolutive de la version 5.3. En réalité, il y a encore un autre numéro derrière qui est 0.1. Donc on a sorti la 5.3.1 0.1. Le 0.1 à la fin, ça veut dire que c'est le premier build correctif. Tous les mois, on en sort un autre. Donc là, on est à la 5.3.1.07. Là. Ça fait maintenant, on est à la 7e sortie d'un build correctif sur la version 5.3.1. Et on va sortir des 5.3, on va sortir des builds correctifs tous les mois. Ok, tous les mois, un build correctif sortira. On a rajouté une étape de plus qui est tous les 6 mois, on incrémente de 1 le troisième digit. Donc dans 6 mois, on va sortir fin avril, on va sortir la 5.3.2. Et la 5.3.2, c'est toujours une 5.3. Sauf que au-delà de contenir des correctifs, ça contiendra aussi un certain nombre d'évolutions pour éviter d'attendre 2 ans avant d'avoir des évolutions. Ok, ça apporte une grosse contrainte au niveau produit parce que quand la 5.3.2 va sortir, on va sortir des builds correctifs tous les mois pour la 5.3.2. Mais on va continuer à sortir aussi un build correctif tous les mois pour nos clients qui ont la 5.3.1. Vous voyez? Bon, je ne vais pas détailler plus que ça l'explication, mais je pense que vous avez compris le principe. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça répond à plusieurs questions du coup que j'avais en même temps. Du coup, vous continuez à délivrer des correctifs sur si jamais vous allez jusqu'à 5.3.4, vous continuerez à faire des correctifs sur la 5.3.1 jusqu'à la fin de la 5.3. C'est ça, oui. Sur le Sur des branches. Oui. D'accord. Alors après, ma question elle est un peu plus, peut-être un peu trop détaillée, mais c'est parce que j'ai besoin de me faire une idée de savoir comment on va faire l'exploitation et la maintenance et le support aussi de nos clients. Moi, j'avais l'habitude sur la 5.2 de juste changer la web app quand on avait une version, un changement de version, parce que il y a jamais eu de changement au niveau données dans l'application. Est-ce que ça continue sur la 5.3 ou c'est pas une règle standard parce que ça change toute la mécanique de montée de version chez les clients. Oui, en fait, ce que vous voulez me dire, c'est que vous mettiez à jour le WAR parce qu'en fait, il n'y avait aucune donnée client dans le WAR. Tout était en base. Oui, tout ce qui était en base, il n'y avait jamais de changement de structure de table en fait, sur un changement de version. Ah oui, d'accord. Et donc du coup, j'avais pas besoin de passer des scripts SQL, on n'a pas besoin de. Donc du coup, juste le changement de la couche applicative suffit. Non, là, quand on sort une version 5.3, quand on sort une version, il y a toujours une note de migration qui est indiquée, qui liste en fait les éventuelles mises à jour qu'il y a eu au niveau du modèle de données. Ok. D'accord. Donc il y a des fois il y a des scripts à faire pour monter la base de la version N à la version N+1. Et au niveau du portail, au niveau de la documentation, je vais vous montrer ça rapidement. Je ne sais pas si vous avez tous encore accès à votre écran. Oui. Attendez, je vais juste ce qu'on a fait là. Voilà. Au niveau de la documentation, on va quitter le mode plein écran. Voilà, je dois avoir ici accès à la documentation. Oui, là je suis sur la documentation par exemple de la version 5.3. Donc je suis au sommaire de cette documentation. Il y a des livrables importants, tout ce qui est note de migration, release note. Voilà, donc dans la note de migration, ça c'est un document qu'il faut lire. S'il y a des ajouts de colonnes, des changements du modèle de données, ça c'est des choses qui sont indiquées. Oui. D'accord, très bien. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut. Documentation, c'était justement ma dernière question par rapport à la documentation. Il y a un listing des évolutions contenues entre deux versions? Oui, alors il y a un listing des évolutions d'une version. C'est-à-dire que Évolution si et vous voulez, par exemple, si vous voulez comparer les différences entre une version 5.2 et une version 5.3, vous avez tout dans la release note 5.3. Ah oui, Par contre, moi si vous voulez comparer de la 5.1 à la 5.3, par exemple, Non, là, vous êtes moi obligé je de parlais plutôt par rapport à une 5.3.1-01 avec une 5.3.1-02. Chaque sous-version, en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau build un ou build. Ah oui, ouais, oui, là, oui. Là, on est capable de vous remettre la liste des fichiers qui ont été mis à jour. C'est ce qu'on appelle le changelog chez nous.
mais on le fait à la demande. C'est pas quelque chose qu'on publie. C'est une demande du club, hein, donc c'est un point sur lequel on est en train de travailler. C'est fait de manière industrielle chez nous, ça fait partie du process de création de version. Mais si à un moment vous avez une demande de cette nature-là, vous faites la demande au niveau du support, le support me renvoie la requête, et ensuite moi je travaille avec l'équipe produit pour consolider la liste des changelogs dont vous avez besoin pour faire votre analyse. D'accord. Ok. Donc si vous nous Et dites entre, entre tel build et tel build, j'aimerais avoir les changelogs, enfin les fichiers qui ont été mis à jour, on vous enverra cette liste. d'accord. Et entre deux versions évolutives, 5.3.1, 5.3.2, il y a un récap entre les deux qui est systématiquement envoyé ou c'est pareil, c'est à la demande? Non, non, 5.3.1, 5.3.2, non, là il y aura il y aura un récap des évolutions de la version. Une release note pour ça. On ne sait Systématique. pas encore si on va probablement mettre à jour la release note 5.3 qu'on a au niveau de la documentation, avec différents chapitres qui permettront de voir les évolutions de la 5.3.1, les évolutions de la 5.3.2, etc., etc. Bon, ça c'est au niveau éditorial, c'est la partie documentation chez nous qui gère, mais je vais en parler avec eux mais ce sera bien listé, hein, ce sera bien listé. Ok, super. Je suis désolé d'occuper un petit peu le temps de parole. Du coup, j'en profite pour poser mes questions. Rien à voir avec les versions, enfin, les versions d'Ever. Au niveau des OS, vous avez mis Windows 2016 64 bits. Vous n'avez pas mis d'autres versions de Windows? Il n'y a que ça? Ou ça marche de Windows 2012? Ou c'était juste une Non, config? non, c'est ça aujourd'hui. D'accord. Ok, ça marche. Et j'ai une dernière question. Output Management Connector, j'ai trouvé ça très, très attrayant. Et je voulais savoir si la licence, en termes de licence, c'est une licence supplémentaire ou c'est dans le socle? Licence supplémentaire. D'accord. Je vais maintenant donner la parole à Madame Parent. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Oui, très bien. Bonjour. Oui, j'ai une question par rapport au module de classement. Vous avez évoqué une réflexion sur ce module de classement qui va être plus simple et plus performant. Est-ce que cela sous-entend que le module HDS va disparaître dans les prochains mois ou ça va Non. être en parallèle? Non, ce sera en parallèle, ce sera en parallèle. Ce sera en parallèle parce que, pour plusieurs raisons, mais ce sera en parallèle. Mais ça correspond en revanche à un chantier de refonte de la manière dont on gère les plans de classement. Là aujourd'hui, le plan de classement le nouveau plan de classement tel qu'il va être proposé sur la version 5.3.2 sera pas générique. Il sera d'abord très adapté à la partie archive parce qu'on a une très forte demande là-dessus. Et ensuite, on risque de le rendre plus générique. Mais pour l'instant, il est encore très loin de pouvoir remplacer le module HDS. Ok. On va sortir une première version. D'accord. On peut continuer à investir de l'évolution, nous, sur nos applications avec ce type de module HDS. Oui. Avec des requêtes SQL et autres, ça c'est vraiment quelque chose qui est considéré, en tout cas pour l'instant, pérenne sur la version 5.3. Tout à fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, sur la version 5.3, on a fait beaucoup de choses sur HDS. Hein. On a retravaillé tous les écrans pour qu'il y ait moins de frames, pour que l'affichage soit plus ergonomique. Donc on n'est pas du tout dans le cas de ce qui s'était passé pour le module de numérisation ou pour le module call quand j'avais annoncé un an et demi avant au club qu'on allait arrêter. Oui. Là, on n'en est pas là. C'est pas au prochain club ni au celui d'après que je vais annoncer qu'on va arrêter le module HDS. Là, on n'est pas du tout dans cette logique-là. D'accord, merci. Et j'ai une autre question concernant le thésaurus. C'est quelque chose qui est toujours maintenu, des évolutions envisagées ou un simple maintien? Non, c'est un simple maintien. Aujourd'hui, sur la 5.3, on a entièrement re-recetté, revalidé, on a rebalayé toutes les fonctionnalités. D'accord. Mais on n'a pas prévu d'évolution sur la partie thésaurus. En réalité, on va plus investir sur des fonctionnalités qui vont permettre, sur la base d'une ontologie ou d'un thésaurus, existant,
de pouvoir typer automatiquement les documents. Vous voyez, on va plus se concentrer sur des fonctionnalités qu'on va appeler de machine learning ou d'analyse de texte pour essayer de déterminer le champ sémantique ou les mots-clés qui sont apportés par un document de manière automatique plutôt que d'avoir un assistant thésaurique. La demande qu'on a au niveau du marché aujourd'hui, c'est que les gens veulent de moins en moins intervenir pour typer les documents ou pour saisir des métadonnées. Vous voyez, donc le module Bien sûr. Thésaurus, on le maintient parce qu'on a encore des clients qui l'utilisent, mais c'est pas la tendance du marché du marché de la gestion de l'information. Oui. On le maintient et il y a peu d'éditeurs qui en ont finalement. On le maintient et on le garde parce que il est utile, mais on va pas rajouter de nouvelles fonctionnalités dessus. D'accord. Merci. Alors, je vais essayer de donner à nouveau la parole à Madame Campourcy. Si ça ne passe pas, je poserai la question pour vous. Bon, je pense que ça ne passe pas. Donc, la question est la suivante. Est-ce que LiberSign fera partie des liens privilégiés et qualifiés par le PSCQ? LiberSign? LiberSign. Attends. 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 J'arrive pas à retrouver les questions. Pas très bien fait le truc. Ah oui, LiberSign. Oui, non mais en fait les prestataires de services de signature de confiance qualifiée, on va pas du tout, on va pas chercher à faire des liens exclusifs avec ces types de services, hein. On va essayer on va plutôt se baser sur une API d'intégration générique de ces services de signature qui finalement dialoguent et ont une grammaire de communication qui est toujours la même, hein. Donc on pourra fonctionner avec un LiberSign, une UniverSign, enfin tout type de prestataire de signature pourra s'opérer. C'est juste que c'est toujours plus rassurant quand Everteam a déjà été en production avec 5 ou 6 fois avec le même prestataire que de débuter avec un nouveau. Vous voyez, parce qu'on ne sait jamais comment ce prestataire de signature peut éventuellement fonctionner. Mais il y a pas de problème, hein. On saurait tout à fait fonctionner demain avec un LiberSign s'il s'avérait que c'est un prestataire de qualité avec qui on arrive bien à collaborer. Je connais pas très bien LiberSign, hein, donc il y aurait peut-être, si c'est important pour le CNRS, il faudrait peut-être envisager qu'on se rapproche d'eux pour envisager une intégration. Là-dessus, Laure, je suis tout à fait disposé à échanger là-dessus, indépendamment de cette réunion. Je vais donner la parole à Madame Machim. Alors, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous nous en... Voilà, bonjour. Bonjour, merci de me passer la parole. Merci pour la présentation. Ma question concerne le versionning, la sortie. En fait, c'était pour savoir, est-ce que une fois qu'il y a un nouveau build, systématiquement, vous nous livrez un nouveau WAR ou comment ça se passe? Parce que jusqu'ici, j'ai jamais reçu de WAR disant qu'il y a des évolutions sur les versions. Oui, alors ça c'est plus un point ça relève un peu moins de mon périmètre, hein, mais je vais essayer d'y répondre. C'est un point qui est directement géré par la partie support chez nous. En fait, Oui. tous les mois on sort un build correctif. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Rien que sur la Oui. 5.2, on est voilà, au 36e build. Oui. Et ces builds étaient que des builds correctifs sans du tout la moindre évolution. C'était vraiment que des correctifs. Donc sur les évolutions maintenant, on est sur quelque chose de totalement nouveau. La 5.3.1 est sortie et la première version intermédiaire en quelque sorte avec des évolutions, c'est celle qui va sortir fin avril. C'était jamais arrivé avant dans les roadmaps ever. Oui. Et dans ce cas, est-ce que on est livré automatiquement? Comment ça se passe? Non, la manière dont ça risque de fonctionner, c'est que vous serez notifié
il y aura une communication, comme on aura mis en œuvre des évolutions, il y aura une communication marketing qui sera opérée. Mhm. On en parlera également au club, donc peut-être une information par le biais du club. Et ensuite, vous pourrez faire une demande de mise à disposition de cette licence auprès du service support qui vous la mettra à disposition, qui vous la livrera conformément au contrat de support qui vous lie à Everteam. Vous voyez. Mais on D'accord. va procéder par une communication. Ce sera comme une nouvelle version à chaque fois en fait. D'accord. Voilà. Donc on va de fait nous promouvoir parce qu'on aura travaillé et investi beaucoup pour proposer des nouvelles fonctionnalités avec un but commercial d'attractivité pour nos clients et pour de nouveaux clients. Et donc, je doute pas que les équipes de commerciaux chez nous et de marketing fassent une promotion forte après de cette version intermédiaire et des évolutions qu'elle contienne. Mm. Et donc, du coup, ce serait pas une migration, ce serait vraiment qu'un WAR, enfin, c'est pas une migration comme on fait quand on passe de 5.1 à 5.3. Non, ce serait comme passer d'un build à un autre. D'accord. D'ailleurs, on essaye vraiment de minimiser les impacts au niveau du modèle de données ou ce genre de choses. On peut pas toujours, hein, parce que des fois certaines évolutions demandent quand même des petits changements, mais Mhm. ça reste totalement différent quand même d'un changement, d'un passage d'une 5.2 à une 5.3 par exemple, ou d'une 5.1 à une 5.2. Euh, Ça relèvera quasiment d'un changement de build. Voilà, ça va dépendre. D'accord, merci. De rien. Alors, pour l'instant, je n'ai plus d'autres questions. Il y avait déjà pas mal de questions, Daniel. Oui. On va attendre encore quelques secondes pour savoir s'il y a des questions en plus, mais bon, je pense qu'on arrive au bout de cette session. Euh, je tenais Je vais juste, oui, pardon, je vais juste poser une question. C'est par rapport à l'environnement Linux. Pour savoir chez vous, il y a des gens, enfin, est-ce que les gens plébiscitent plus Linux ou Windows comme environnement? Et, j'ai pas de statistiques récentes sur le sujet, mais en termes de des retours que j'ai des recommandations, équipes. Oui, moi c'est plutôt quand même beaucoup Linux sur la partie serveur. Moi, les retours que j'ai des équipes projet même de la partie support, je pense qu'on a beaucoup de clients qui fonctionnent sur du Linux pour la partie serveur. Souvent dans les environnements de production, on a ce type d'environnement. Mais, mais bon, ça marche aussi très bien sous Windows, hein. Souvent, c'est plutôt les compétences internes de nos clients. Si vous avez des bonnes compétences sous Windows, bon, souvent nos clients passent sur du Windows et inversement d'accord. quand c'est Linux. Ok, merci. Nourdine, nous avons une question de Monsieur de Pibrac. Oui, Je vous entends. Allô? Allô? oui, je vous entends. Ouais. En fait, donc moi, oui, j'avais deux autres questions. C'est par rapport à la version d'OS tout à l'heure, quand on a dit que c'était du Windows 2016. J'imagine la 5.3, elle va durer un certain temps. Et il est envisageable qu'elle soit homologuée sur des versions, je sais pas, Windows 2019 quand ça existera. Parce que c'est avec la 5.2, moi j'ai été confronté au problème, c'est que on a beaucoup de clients maintenant, leur parc il est en Windows 2016 et si on veut vraiment être conforme avec vos précaux, on est obligé de leur faire conserver un serveur en Windows 2012 R2 Oui, pour la JAD. oui. Oui, c'est Et tout du à coup, fait je voulais possible. savoir Oui, si oui, ça va évoluer oui. pour la 5.3.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a changé le cycle de sortie de version. C'est aussi pour ça. C'est-à-dire que ça nous oblige à avoir un jalon au niveau produit de réévaluation de la matrice de composants qualifiés. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va sortir, là on a sorti la 5.3.1, on va sortir la 5.3.2. À la sortie de la 5.3.2, on rajoute des évolutions fonctionnelles, mais on réévalue aussi les différents composants. Soit on garde les mêmes, soit on en fait monter de version. Donc il est tout à fait possible en cours de version que sur par exemple une 5.3.3, on passe à du Windows 2019. C'est tout à fait possible. D'accord. La décision est toujours prise avec mûre réflexion, parce qu'il faut savoir que souvent, quand on change de composant, on ne rajoute pas un composant, on substitue un composant par un autre. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, ça ne sera plus 2016 qui sera supporté, ce sera 2019. Vous voyez. Donc, on ne peut pas trop le faire par anticipation. Il faut souvent le faire au bon moment où on sait que la majorité de notre parc client sera en attente de ça. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. Donc, tous les 6 mois, on va réévaluer cette matrice. Et on est très preneur d'ailleurs des retours et feedbacks de nos clients, parce qu'on fait une veille interne, mais ça nous est arrivé parfois de passer un peu à côté sur certains composants. Et on a eu des retours de comptes clients qui nous ont bien aidés là-dessus. D'accord. Et du coup, mon autre question, c'était par rapport à des fonctionnalités dont vous avez parlé. Moi, c'est juste savoir si elles sont soumises à licence supplémentaire ou si c'est dans le socle. Moi, alors, en fonction de votre présentation, j'ai eu l'impression que tout ce qui était drag and drop généralisé, etc., ça, on en bénéficierait tous. Oui. Inline action sur liste de résultats, par exemple pour faire des exports Excel directement ou des choses comme ça sur des listes de résultats, s'il n'y a pas de licence non plus, je pense. En fait, c'est très simple. Vous voyez le tableau à l'écran là? Oui. Voilà. Oui. Sur ce tableau-là, toutes les lignes où il y a 2 étoiles, Oui. vous voyez les petites étoiles là? Toutes les lignes où il y a 2 étoiles, c'est que c'est soumis à licence. Ah d'accord, ok. Ça marche. Et du coup, le connecteur CMUS, il est où là-dedans? Ouais, il est soumis à licence. Ok. Très bien. Ok. Voilà, c'était tout. Merci. Très bien. Blondine, je vais redonner la parole à Monsieur Ballet qui a une question. Très bien. Oui, merci. En fait, c'est par rapport aux envois de mails depuis Case, depuis la consultation des tâches Case. Notre client souhaiterait une fonctionnalité avancée par rapport à ce qui existe aujourd'hui avec récupération de métadonnées, avec des choses comme ça. Donc c'est pour savoir s'il est prévu d'avoir une amélioration de la partie envoi des mails depuis une tâche Case. Non, on n'a pas de prévu d'évolution sur ce point-là en particulier. Ok, Dans merci. tous les cas, ouais. La réponse est... Non, mais Dans tous j'écoute les la cas- suite, j'écoute la suite. Non, dans tous les cas, si ce n'a pas été fait, vous pouvez demander à votre client, à partir du portail du support, de faire une demande d'évolution. C'est nous qui la faisons en général quand on a des demandes comme ça. Mais oui, on pourrait le faire. Alors pour être très transparent, aujourd'hui, ça sera un DSP demandé à Global Services. Donc Bon. voilà, on pourra en fonction de la teneur du développement voir si ça peut peut-être être transformé en évolution un jour. Mais bon, moi ça me paraît un peu spécifique. Ça me paraît un peu spécifique. Mais est-ce que dans l'ensemble, il y aurait des choses qui pourraient être un peu paramétrables pour récupérer des métadonnées directement, des choses comme ça? Il faudra voir en fonction de une fois qu'on aura un petit peu plus avancé dans l'expression de besoin sur ce sujet-là. Merci. Très bien. Merci. Je pense qu'après cette deuxième vague de questions, on arrive doucement mais tranquillement au bout. Au nom d'Everteam, on vous remercie de cette participation à ce webinaire. Vous étiez nombreux, c'est toujours agréable de voir de nombreux clients et partenaires participer à ce type d'événement. On vous dit à bientôt pour nos prochaines sessions de présentation. Pour rappel, une présentation sur la partie sécurité. Je vous invite tous à y être. Vraiment, il y aura des intervenants de qualité côté Everteam. Donc le
le 14, non, le 7 février de 9h30 à 11h. Donc sur la sécurité logicielle. Donc ça, je vous invite vraiment tous à y aller. Et puis également aussi, si vous voulez anticiper et vous former sur les migrations, cette formation organisée par UI Institute. Voilà. En vous souhaitant une bonne fin de journée et puis en vous disant à bientôt, que ce soit au club ou rencontre client directement ou indirectement par le biais d'échanges mails. En tout cas, bonne fin de journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.